à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot. Au sommaire ce matin, notre rubrique fiction « Et si Laurent Blanc redevenait entraîneur ?» Nous avons passé 24 heures avec Nicolas Ismat, l'ancien Valenciennois, aujourd'hui au PSV. Le Bossa Ball, qu'est-ce que c'est? Réponse dans la rubrique « Mon foot à moi ». Et puis Angélique viendra faire sa première téléo ou presque. On retrouvera également Stéphane Powell pour sa minute belge. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Charlotte. Bonjour Bichente. Bonjour Fred. Tout rasé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Un mariage. Et qui êtes-vous, monsieur? Ouais, c'est ça, je me demandais. C'est bien. J'ai un souci technique ce matin de tondeuse qui est resté, en fait, qui s'est arrêté. Voilà, donc j'étais à la moitié du chemin, il a fallu que finalement je rase tout. Voilà, vous êtes rentré dans ma vie privée, Fred Calange. C'est gentil. Et du coup, on dirait que tu as 22 ans. Mais ça va pas durer longtemps. L'ours reviendra. On débute par notre rubrique fiction, le Et si Laurent Blanc redevenait enfin entraîneur. Yacine Enfaoui. Et si Laurent Blanc redevenait entraîneur? Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. Après plus de 7 mois de repos, Laurent Blanc est promu entraîneur de l'eBay China Fortune. On se demande encore pourquoi. Déjà l'année dernière, c'était comme ça. À son arrivée au club, il retrouve son ancien joueur au PSG, Ezequiel Lavezzi, un homme qu'il apprécie beaucoup. Après quelques mois, tout ne se passe pas comme prévu pour Laurent Blanc, plus habitué à entraîner les meilleurs joueurs du monde. Vu ce que j'ai vu hier, le remerciement que j'ai, c'est ça. Et je trouve ça pitoyable. Pas d'inquiétude, l'ancien sélectionneur des Bleus quitte la Chine à temps, et c'est naturellement qu'il est élu en mai 2017 président de la Société des Touillettes de France. 10. Ça vous va? Excellent choix. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Vous avez des nouvelles de Laurent Blanc? Oui. Il va bien? Il va bien. Qu'est-ce qu'il attend? La bonne opportunité. La bonne opportunité, enfin, quand tu as entraîné le Paris Saint-Germain aussi longtemps avec les résultats qu'il a eu, forcément tu es sélectif. Ouais, tu es sélectif dans ses choix. Elle aura bientôt du travail. Hein. Où ça? Après PSG Barcelone, quoi. Ouais. On va revenir au PSG, j'en doute. Puisqu'on l'a viré pour faire mieux. Notre sondage live du jour. Ça Non, promet, ça commence bien. Ben, on s'est séparé de lui pour faire mieux. Ils vont peut-être pas être champions de France, ils vont se faire taper par Barcelone. Bon, ben effectivement, ça On va fera mieux. les comptes à la fin, Stéphane. Tout va mieux. Hein. Pour faire mieux en Ligue des Champions, pensant que le championnat, ça irait mieux. Tout à fait. Vous laissez pas... Pardon, Faisons notre émission. Exactement. Fred, allons-y. Pardon, Allez, Charlotte. on va lancer le petit sondage. Vous avez quelques minutes pour y répondre sur nos réseaux sociaux. Quel sera le résultat de ce soir? Saint-Étienne-Lyon, selon vous, victoire de Saint-Étienne, match nul ou victoire de Lyon? Et c'est ainsi que nous allons faire un petit pronostic autour de ce plateau, messieurs. En général, Fred est très bon. Je veux pas dire, mais j'ai eu bon la en semaine dernière pronostic. sur le 1 partout. Contrairement à vous, mon cher Bichente. Mais on vous écoute quand même. Oh putain, il est remonté. Match nul. Calange. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe, Fred? 2-2. De partout. Ouais. Vous avez dit la même chose dimanche dernier C'est vrai, sur il reste à PSG deux Monaco. points. Eh ben alors, attends, j'étais pas loin. Mais j'ai dit 2-2. Oui. Je me rappelais même plus ce que j'avais dit. Ouais, c'est vrai. Bah, mais ça va, Je crois que c'est toi j'étais qui as fait bon. le bon J'étais bon en termes de pronostic, match nul. Et toi, du coup, Stéphane? Et moi, juste parce que j'ai entendu ce que disait Bichente sur l'affaire Mounier dans le téléfoot, j'ai pas envie de me prononcer, j'ai juste envie de dire que, juste parce que les dirigeants de Saint-Étienne n'ont pas fait le travail, de donner victoire à Lyon, juste par principe. Moi aussi, je vois Lyon, mais pas par principe, par résultat sportif. Non, ça m'a déçu, quoi. Je pense qu'il y a le football, il n'y a pas de place pour ça, quoi. Il n'y a pas de place pour la haine. Le foot, c'est la fête, quoi. Les Lille-Lens, j'ai vécu ça toute ma jeunesse. On buvait des bières, on mangeait des frites avec de la mayonnaise. C'est ça aussi, le foot, c'est le côté sympa. Bichente peut témoigner. Je pense qu'à Munich, les matchs, c'est pas la guerre, quoi. Et là, des principes comme ça fait peur. Et Non, là, mais ça fait peur. C'est exact ce que tu dis, c'est que j'ai vu quand j'étais. On a le temps d'en parler 2 secondes. Tout à fait. J'ai vu des supporters d'équipes différentes dans le même bar en train de boire des bières. Voilà. Et j'espère que c'est toujours le cas en Allemagne. Et je ne sais pas si on est capable de voir, par exemple, des supporters de l'OL avec des supporters de Saint-Étienne dans le même bar. Mais au-delà de ça, toutes ces violences qui se développent dans le foot, ces comportements qui se développent, un joueur de foot, je pense qu'il faut le juger sur ce qu'il fait dans un club. Et je vais prendre l'exemple de Mathieu Valbuena. Ce qu'il a réalisé à l'OM, je pense qu'on peut dire qu'il s'est dépouillé pour son équipe et qu'il a tout donné. Hein.
Si Pendant près de 8 ce ans, terme ne ouais. veut pas dire. Pendant près de 8 ans. La façon dont aujourd'hui il est traité par ses supporters qui l'adulaient Chagrine. Ouais, ça me dérange beaucoup. Ouais. Voilà, je trouve Moi qu'il y a- aussi, il y a un manque de reconnaissance et c'est injuste par rapport à lui. Donc je pense qu'il faut avoir ça et puis ensuite pas rentrer dans des états pas possibles, aller jusqu'à des menaces, parfois de mort et pourquoi pas d'un lynchage un jour. Enfin, on est chez les fous, Ça quoi. a même Il y en a été le qui cas à sont sur les Bordeaux. réseaux sociaux aussi pour, C'est un sport populaire. Voilà, Hein. et Vraiment, puis- le football, c'est Et puis, un plaisir. en fait, les supporters, évidemment, ils supportent leur équipe, donc ils ne supportent pas que leurs joueurs fétiches, ceux qu'ils aiment, puissent aller ailleurs. Mais j'aimerais savoir si eux, dans leur vie, est-ce qu'ils ont toujours travaillé au même endroit? Est-ce qu'ils se posent cette question-là? Ils changent d'entreprise ou ils sont toujours fidèles à la même entreprise? Je ne sais pas, je ne pense pas. Dans le foot, c'est vrai que ça évolue, ça bouge. Et je pense que, pour revenir sur le cas de Valbuena, quand tu as fait 8 ans dans un club, tu as démontré Il une mérite le fidélité. respect, ouais. Après, il part en Russie, il revient à l'OL. Tu n'as pas besoin de te comporter comme ça avec lui. Mais Ça, c'est c'est un exemple particulier. Et chaque exemple est particulier. Mounier, c'est un autre exemple. Ne pas avoir la mémoire courte, effectivement. On passe à 24 heures avec. Nous avons rencontré cette semaine Nicolas Isimat Mirin. Alors, il faut juste dire, Nicolas Isimat, nous a-t-il précisé. C'est l'ancien défenseur de Valenciennes et de Monaco qui brille aujourd'hui au PSV Eindhoven, double champion des Pays-Bas. Christophe Abel, Marc Benoît. On l'a fait tomber avec certaines personnes qui étaient alcoolisées. Donc ouais, c'était un bon moment. Ouais, on avait bien profité. Le dernier titre en date est quand on est encore chaque année championnat 2015-2016. Où là vraiment c'était très stressant. Ah ouais, on était vraiment. C'était serré celui-là. Ouais, il était vraiment serré. On était à égalité de points. Mais à différence de buts, on n'était pas. Ajax était devant. C'est-à-dire sur la dernière action, les dernières secondes, les dernières minutes, on a gagné ce fameux trophée. C'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment bien profité, j'ai bien fêté mon titre ici. La Champions League, ça c'est vraiment wow. Quand ils l'ont gagné, c'était vraiment fort aussi. Ils l'ont gagné au tir au but. Ils mettent souvent les mêmes images. Et ouais, c'est vraiment une très très belle coupe. Et voilà, ce serait bien de travailler pour pourquoi pas un jour la lever. Et ce serait vraiment une sensation spéciale, hein. Ce serait beau ça. Donc, tous les maillots qui avec le sponsor Philips. Et là donc on voit le fameux Memphis qui son maillot qui est accroché ici. Ah, ça fait partie des enfants d'ici hein, quand même. Ouais, c'était comme une petite icône d'ici et ça le déplaisait pas. Il y a aussi De Jong, c'était le maillot de l'année dernière celui-là aussi. Et ouais, il y a des très bons joueurs qui sont passés ici. Rapidement, Stéphane, ça vaut quoi l'Eurodivisie, le championnat des Pays-Bas, votre voisin de Belgique? Ça vaut comme ces petits championnats, comme le championnat de Belgique, où il y a 2-3 équipes, Ajax et PSV. Je fais un peu le Fred Calange. Hein. Ça chambre. Non, il y a 2-3 équipes qui sont au top. Hein. Enfin, au top. On voit bien qu'en Coupe d'Europe, le PSV et l'Ajax sont plus vraiment là. Et le reste, c'est faible. Alors, regardez un peu les résultats. Faites-vous le C'est plus plaisir. faible que la Ligue 1. Voilà. Oui, regardez, bien sûr, c'est plus faible. Regardez, chaque lundi, regardez les résultats. 5-4, 6-3, 7-2. Mais c'est véridique, hein, aux Pays-Bas, il y a des buts, il n'y a pas de défense. Quoi. C'est du spectacle. Voilà. Et au moins. ça joue en 4-3-3. Donc c'est voué à l'offensive, mais défensivement, il ramasse des buts. Les tweets de la semaine, Charlotte. Ouais, on va commencer avec quelques tweets. On va débuter avec Ronaldinho qui est devenu l'ambassadeur du FC Barcelone cette semaine. Il a posé sous les couleurs du maillot. On l'a retrouvé après votre interview. Il est très peu dormi d'ailleurs, frère, souvenez-vous. Comme Bichente qui est ambassadeur du Bayern Exactement. Il vous Munich. copie quand même un petit peu Ronaldinho. Hein. Il essaie de faire comme vous. Bon, il est ambassadeur du FC Barcelone. C'est chouette ça. Et franchement, ouais, je trouve que c'est une super idée. Également aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Neymar. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et comme on va en faire deux, c'est également l'anniversaire de Ronaldo. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ils sont nés le même jour. 32 ans. Cristiano. Ouais. Pas la même année, Ronaldo. mais le même jour. D'accord. Ouais. Personnellement, je m'en fous, mais si vous trouvez ça bien, c'est chouette. Et également Nabila qui est née aujourd'hui. Ah. Moi, ça n'a rien à voir. Voilà une information essentielle. Voilà une information importante pour le Non, football. mais comme quoi, vous voyez, le foot ne se concentre Ah, dès que vous pas parlez que de sur ballon, 5 février. vous parlez de ballon, vous ouvrez le discours. Merci de cette belle remarque sexiste, mon ami Stéphane. C'est Oui, bah, formidable. moi, c'est technique. Vous Hein. m'aviez manqué. Et puis, on va revenir également en tweet sur l'arrivée de Dimitri Payet à Marseille. Voilà, on le revoit en image ici à l'aéroport, à son arrivée. Et on n'a pas trop eu le temps de se pencher sur son cas avec vous, Bichène. Donc, on aimerait bien y revenir et savoir votre avis. Ouais, vous comprenez son retour en France? Son retour en Ligue 1. Ça dépend pour quelles raisons. Si c'est pour des raisons privées, personnelles,
d'adaptation à l'Angleterre, à Londres difficile, sa femme ou lui, je le comprends très bien. Après, sportivement, même si West Ham, sportivement, on ne peut pas considérer que ce soit mieux que l'OM, mais il était en Angleterre. Il était dans l'un des plus grands championnats du monde, en tout cas le plus puissant économiquement, le plus puissant médiatiquement. Quand il marquait des buts avec West Ham, ses coups francs, tu les voyais partout dans le monde, en Chine, en Inde, partout. Et il avait peut-être la possibilité de signer dans le Big, on va dire, Five maintenant, Arsenal, Chelsea, Manchester United. On en avait parlé à Manchester United. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il avait ces opportunités-là, mais moi, si je raisonne, en limite, je me mets une petite casquette d'agent, je me dis, bon, l'ambition, à 29 ans, c'est d'essayer d'élever un peu ton niveau dans un club de cette dimension-là. Voilà, et là, il n'y a pas photo. Si tu es dans ces clubs, il n'y a pas photo. Alors, est-ce qu'il avait cette opportunité-là ou pas? Je n'en sais rien, mais... Il avait surtout sévi comme autre opportunité. Je pensais capable de relever ce défi-là, de le tenter, ce défi-là. Bon, voilà. C'est là-dessus que... Et une autre question, le fait qu'il soit arrivé pas prêt physiquement, est-ce que vous comprenez ça? C'est les hamburgers. Hein. Alors, je pense qu'il a morflé dans ce transfert. Je pense que toutes les critiques qu'il y a eu, ce qui s'est passé avec les supporters là-bas, je pense que c'était stressant et je pense que ça a un impact sur le joueur. Après, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Après, je ne connais pas sa nature. Comment il s'est entraîné? Il s'est entraîné avec le centre de formation, je ne sais pas comment il s'est entraîné. C'est difficile de répondre à ça. Mais en tout cas, je pense que la gestion de Rudy Garcia, elle est bonne. C'est-à-dire de ne pas l'exposer trop vite. Parce que quand tu passes par une phase comme ça, forcément, tu t'exposes aussi aux blessures. Donc, il faut le faire monter en puissance tranquillement. Allez, on passe à notre nouvelle rubrique, Ma première télé. Après David, nous accueillons ce matin Angélique Restiguier. Vous pouvez l'applaudir et l'encourager. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors pour être plus précis, agréable de voir Angélique que de voir vous. Hein. Oh. C'est sympa. Non, mais écoutez, Il n'a pas dormi ce matin. Je parle avec le cœur, quoi. Moi aussi. Je vais vous dire la même chose. C'est pour ça qu'on commence par Angélique et pas par vous, vous voyez. Alors, c'est pas tout à fait votre première télé. Angélique, vous avez un peu travaillé sur la chaîne L'Équipe, pour être précis. C'est votre première à TF1, en tout cas. Exactement, ma première avec vous. On a tous débuté un jour, même Christian Jean-Pierre. Voici sa première télé, c'était en 1989. Dégueulasse quand il n'est pas là. Christian Jean-Pierre, Jean-Pierre François, ça en fait des prénoms. Oui, on peut dire que ce joueur qui jouait l'année dernière à Saint-Etienne s'est lancé dans la chanson. Alors à ma connaissance, seul Julio Iglesias avait été l'un des gardiens du Real de Madrid avant de se lancer dans le showbiz avec réussite. Alors lui, il a sorti un tube qui s'appelle « Je te survivrai ». Il est premier au top 50, et je vous il est dans les 30 premiers au top 50, et je vous propose de le découvrir en images. C'est génial. Voilà, plus de complexe à avoir. Non. Alors Angélique, ce matin, je lui ai dit à Christian, je l'ai prévenu. C'est vilain, il n'est pas là. On l'a revu ensemble hier. Vous n'êtes pas au courant de tout ça. Commencez pas à juger en permanence, quoi. Tout s'est très bien passé avec C'est un vilain petit canard. Ce matin, Angélique, vous allez nous donner des nouvelles de joueurs dont on a perdu la trace. Le nom de votre rubrique s'appelle « Que sont-ils devenus ?» Et on débute par un ancien joueur de Ligue 1, un ancien parisien. Effectivement, alors petite devinette, il s'appelle Anderson, il est brésilien, il a joué en Espagne. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Anderson Luis de Carvalho, pour être précis. Voilà, ce n'est pas Sonny Anderson. Alors il a la même frappe que Juninho, mais pas le même pied gauche. Est-ce que vous avez une idée? Non. Un gaucher, donc. Un gaucher. Ancien parisien, gaucher brésilien. Ils n'ont pas trouvé. Non, ils n'ont pas trouvé. Eh bien, c'est Néné, après être passé, et oui, par l'ASM. Et le Paris Saint-Germain, eh bien, nous l'avons retrouvé dans son club de Vasco da Gama au Brésil. Regardez, l'ex-parisien continue de briller avec ses magnifiques coups de pied arrêtés et ce but, évidemment, qui donne la victoire à son équipe. Et c'était le 21 janvier dernier face à River Plate lors de la Florida Cup. C'est une sorte de Coupe Davis du foot avec des équipes allemandes, américaines, argentines et donc brésiliennes. Et le Vasco de Gama. Mais ça, c'est à cause de l'intro comme ça. C'est à cause du début, c'est pour ça. C'est à cause de Stéphane Powell. Tu arrêtes. Donc le Vasco de Gama de Néné termine 3e et Néné qui aura 36 ans en juillet. Le Vasco de Néné de Gama. Vasco de Néné. Le Vasco de Néné Gama de Néné. 36 ans, et ouais, il joue toujours. Un bon joueur. Ouais. Et on s'intéresse désormais à un autre joueur qui a quitté la Ligue 1 beaucoup plus récemment, lui. Oui, alors lui nous a quittés il y a un an déjà. C'est un Comorien. Ouais, c'est vrai, c'est triste. Il est Comorien, adepte de relance et autres dégagements académiques. Il n'a connu que 2 clubs professionnels et c'est aussi un buteur insoupçonné parfois. Est-ce que vous voyez de quel gardien de but je veux parler? Comorien. Comment? Non. Comorien, il est. Il a joué dans quel championnat? C'est pas loin. En France. Il a joué en France. Abdallah, non, c'est pas Abdallah. Si vous entendez mon accent, ça vous donne peut-être un indice.
L'accent toulousain. Vous êtes strasbourgeoise, vous êtes strasbourgeoise. Elle est belge comme toi. Son accent toulousain, un gardien. Un gardien qui a marqué un but, ça vous dit rien? Qui est Le parti. public, non? Ah, tu vois, c'est Ah, tout le Mais monde c'est l'a pas oublié. possible, vous l'avez déjà oublié. Il a marqué le championnat. Amada, voilà. mais non, le bazar, Amada. C'est Ali Amada que nous avons retrouvé dans son club turc du Kayserispor. Regardez, J'avoue que ça on va revoir les images. Voilà, donc pas de boulettes pour Ali Amada. Et oui, que nous avons retrouvé. Alors, voilà, il a réalisé de superbes arrêts lors de cette rencontre de championnat, mais le Kayserispor est relégable et donc 3e plus mauvaise défense. Mais sachez qu'Ali Amada n'est pas seul titulaire indiscutable dans les cages. Il alterne avec un gardien turc. Donc voilà, pour sa Il a le même défense. chef coq que Dimitri défense. Payet. Voilà. Il n'est pas le seul fautif. Allez, Exactement. 3e joueur qui a fui la Ligue 1, c'est encore un Brésilien. Encore un Brésilien. Alors lui, décidément, a été élu meilleur buteur du championnat ukrainien. Il a évolué dans 3 clubs de Ligue 1. Il en a cassé des reins, et pas que des reins d'ailleurs. Ah, il a cassé des reins. Il n'a pas cassé que des reins. Vicente est choqué là. Lizarazu. Il a cassé des reins et pas que des reins. Je m'interroge. Voilà. Ludovic Julie. Non, Réveillez la bête. Un c'est un Brésilien. Brésilien. Il cumule à lui seul le nombre de records. Ah, je crois que quelqu'un là dans le il public. détient le record des allers-retours au Comment Brésil. Quelqu'un là? Brandao, effectivement. Ah, il a cassé des reins, Il a cassé des reins. mais pas que sur le terrain. Exactement. Ah, Brandao. C'est Brandao. C'est un casseur de reins. hein. Ouais, c'est un casseur de reins. Ouais, dans les tribunes, hein, mais parce que. Alors qu'est-ce qui devient Brandao? Alors, Redevenons il a raisonnable. signé, redevenons sérieux, il a signé il y a 3 semaines dans un nouveau club de l'Atlético Tricordiano au Brésil. Regardez, nous avons retrouvé ces images Boîte de nuit. où sa signature, non pas en boîte de nuit, où sa signature a été annoncée à la télé brésilienne. Alors on peut dire que ça sent la fin de carrière pour Brandao qui a été beaucoup chambré en France puisque Brandao compte 36 buts à son actif en Ligue 1 pour 171 matchs, Frédéric. Ouais, j'ai c'est ça calculé. Vous connaissez, j'aime bien les stats. 0,2 buts par match pour Brandao en France. Voilà, beau, cette stat. c'est pas beaucoup. quoi. C'est beau. Et décidément, Angélique, vous aimez bien les Brésiliens parce qu'on va terminer avec un autre Brésilien qui, lui, par contre... non, lui, par contre, il n'a jamais joué en Ligue 1. Alors non, lui il n'a jamais joué en Ligue 1, Hélas. malheureusement pour nous, effectivement. Mais par contre, il est plus connu pour le nombre de buts qu'il a inscrits avec le Barça que pour les coups qu'il a donnés. Alors il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions, il a été Ballon d'Or. Est-ce que vous avez une idée de qui est ce joueur? Et ce n'est pas Ronaldinho. Ni Ronaldo. C'est le 3e air. Ronaldinho et Ronaldo. Non, 3e air de Rivaldo. l'attaque. Rivaldo. Bravo, Bichente, vous en avez un. Rivaldo que nous avons retrouvé. Regardez, il est venu rendre visite à son ancien club catalan. On le voit sur ces images, il a salué l'équipe B de Barcelone et tout s'affichait bien sûr un large sourire à l'idée de partager du temps avec la star brésilienne. Petite question. Est-ce que tu sais qui sont les 3 meilleurs buteurs de l'histoire du Barça? Et honnêtement, on m'a posé la question et j'avais pas la Alors, réponse. Toujours plaisir comme question. Mais pour non, sa première j'avais pas la réponse. Allez-y. Mais non, mais je vais vous le dire Donnez parce la que ça réponse. correspond Dans à le top Rivaldo. 10. Alors lui, il est 3e. 5e. Il est le Ah bon 3e. Ah ouais. Il est le 3e meilleur buteur. 3e. Samuel Eto'o, Messi et lui Rivaldo. Et je le savais pas. Je le savais pas et donc c'est très bien d'en parler parce que Rivaldo a marqué l'histoire du Il Barça. a marqué l'histoire du Barça et sachez d'ailleurs qu'il fait partie des idoles de Julian Draxler du Paris Saint-Germain, voilà, qu'il a déjà D'accord. cité à plusieurs reprises. Il a arrêté sa carrière il y a 1 an et demi seulement, à 43 ans. Bravo, Angélique, pour votre première. Et merci. Vous restez avec nous pour la fin de cet after et on passe à notre rubrique Mon foot à moi. De nombreux sports dérivés du foot tentent d'exister. L'after vous les fait découvrir après le polo vélo et le roller soccer. Vous ne les avez pas vus, c'était Édouard Cissé qui était là ces jours-là. Voici le Bossa Ball. Qu'est-ce que c'est le Bossa Ball? Réponse avec Abdassal. Le Bossa Ball. Lui, c'est Sven, l'un des pionniers du Bossa Ball. Et si vous ne le connaissez pas, ses vidéos sur Internet impressionnent. Plutôt spectaculaire, non? Mais au fait, c'est quoi le Bossa Ball? Bossa Ball est une combinaison de football, volleyball et gymnastique. Nous jouons sur un grand terrain gonflable avec des trampolines. Une combinaison de sports qui n'attire pas que des amateurs de foot. Quand j'étais très petit, j'ai pratiqué de la gymnastique. J'ai fait avant le volleyball. Créé par le Belge Philippe Eichmann, le principe du Bossa Ball est simple. Marquer un point en renvoyant la balle dans le camp adverse avec un minimum de 5 passes. Une attaque marquée avec le pied rapporte 2 points de plus. Et à l'entraînement, les tentatives s'enchaînent.
Et si le Bossa Ball se développe dans le monde entier, pour l'instant, aucune trace de ce jeu en France. C'est très dommage qu'il n'y a pas de Bossa Ball dans la France, mais nous cherchons des gens qui peuvent développer le sport dans la France. Le message est reçu. Bichente, vous voulez développer le Bossa Ball en France? Non. Ça vient du fond du cœur. Qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous créez en des Belgique? Belges pour faire des Vous trucs emmerdez pareils. beaucoup en Belgique là? Moi, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais jeune. Il n'y a que les Belges pour faire des conneries pareilles. Et ne prends pas tes pieds dans les filets, hein, t'es dans la merde. Ça sert à rien. Mais oui. Ah, c'est des belles images. Spectaculaire, par contre. Faut être gymnaste, sinon tu te casses la nuque. Et ça sert à rien. Il y a une base de footy-volley. Footy-volley, vous en avez parlé ici ou pas? Jamais. Pas encore. Ça fait partie des. Peut-être je vous sports, amènerai des images parce que le footy-volley à Rio de Janeiro sur la plage d'Ipanema, c'est magnifique, c'est hyper spectaculaire. C'est un super sport le footy-volley. Je l'ai pratiqué pendant la Coupe du Monde là, avec les Brésiliens, c'était vraiment super, on s'éclate. Mais Bichette, quand j'ai t'amené des images, j'ai des images. Quand les équipes sont un peu en période de stage, généralement, même maintenant en Ligue 1, les entraîneurs pratiquent un peu ça pour améliorer la technique. Ouais. Au niveau de l'amusement. Non seulement tu peux améliorer la technique, mais en plus de ça, tu travailles sur le sable, donc c'est bien au niveau musculaire pour les appuis sur les Vous n'auriez pas jambes. pensé que votre chronique ferait autant débat? Ah non, ça c'est clair. Et je l'ai diffusé, ce Bossa Ball, juste avant la Minute Belge pour vous crédibiliser un petit peu, Stéphane Pauwels. Pas de coup de cœur ce matin. Crédibiliser mon pays ou bien Voilà, moi? exactement. D'accord, j'ai eu peur. Pas de coup de cœur, mais alors, deux petits coups de gueule. On va se parler. On va se parler. On commence par le mercato d'hiver. Qu'est-ce que vous avez contre le mercato d'hiver, mon cher Stéphane? Bon, alors, c'est parce que bien vous sûr. n'avez pas d'argent en Belgique que ça vous Non, déplaît parce qu'on en dépense que en Bichette France est là et qui peut en parler. Parce que, alors, j'ai pas dit que j'avais raison, mais moi, ce qui me dérange tout le temps dans ce système-là, mercato d'hiver, c'est qu'on ne prête qu'aux riches, quoi. C'est-à-dire que les équipes qui n'ont pas d'argent, bien effectivement, notamment pour les équipes qui jouent pour la descente, eh bien, s'il y en a un qui a un petit peu plus de pognon, il met en difficulté les autres. Après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Voir un Draxler dans notre championnat en France, ben, ça fait du bien de voir ce genre de joueur. Moi, je suis contre ce mercato parce qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et je vois le projet de Lille. Et bien sûr que c'est un projet dans la durée de faire 7 joueurs. Mais c'est compliqué pour l'entraîneur, pour les supporters se retrouver. Moi, ce mercato d'hiver, je ne l'aime pas. Mais je crache pas en disant que tout est mauvais, mais je dis que ça met en difficulté ceux qui ont moins d'argent. Et surtout, il y a aussi des clubs qui bossent bien. Il y a des clubs qui, en début de saison, ont fait du recrutement au niveau rationnel de l'argent qu'ils ont. Et puis, à un moment, on leur dit à Noël, ben, vous êtes 16e, OK, c'est pas mal, mais vous grattez pour ne pas descendre. Et il y a un autre club qui a un peu de pognon, qui a moins bien travaillé en juin, mais qui peut se permettre de faire 4 qu'est-ce que vous proposez? Je trouve que c'est inégal en termes d'éthique. Moi, je proposerais un joueur. Un joueur. Non, mais tu peux avoir éventuellement un joker médical, mais je suis à 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'il y ait une équité sportive et le mercato d'hiver est contre cette idée-là. Parce qu'en effet, si tu rattrapes les conneries que tu fais dans l'année, si tu as fait des mauvais choix, tu as une équipe, tu as un effectif en début de saison, tu te démerdes avec ton effectif jusqu'à la fin de la saison. C'est pas mal pour les joueurs qui jouent pas du tout. Regardez Morgan Schneiderlin, qui s'apprêtait à avoir une deuxième saison quasiment blanche. Oui, mais ce qui est important, je pense, c'est qu'il y ait une idée d'équité sportive du début de la saison jusqu'à la fin. Voilà. Puis après, on passe à l'autre saison, tu renforces ton équipe. Moi, j'aime bien l'idée d'un seul joueur par mercato. Pour trouver un équilibre, le club pourra. Et alors, tout le monde, c'est le même, à la même enseigne. En termes d'équité, ça veut dire que tu peux en faire un. Comme ça, tout le monde est sur la même baseline. Nous, on a le joker en France, mais on est les seuls à avoir ça. Donc, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Joker médical. Ouais. Bah, ça sert en début de saison. C'est la seule raison pour moi qui pourrait justifier qu'il puisse y avoir des joueurs qui arrivent au mercato d'hiver. Voilà. Mais je n'aime pas ces mercato d'hiver. Après, ça fait parler, ça nous fait parler. Ça fait beaucoup de pognon, surtout pour les agents. Ça fait business pour les agents et pour les joueurs aussi. Pour les entraîneurs, pour les clubs aussi. Mais bon, voilà. Et ça fait peut-être faire aussi des bêtises, parce que mettre 30 millions d'euros sur un joueur de 29 ans en décembre dans l'urgence, c'est peut-être alors qu'il faudrait peut-être des défenseurs centraux. Ça peut aussi permettre au club parfois de faire des grosses conneries. C'est justement votre deuxième petit coup de gueule contre le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est pas un coup de gueule. C'est juste lui donner un conseil, si je peux me permettre très, très humblement. On a beaucoup critiqué M. Aulas, qui est le roi du tweet, mais souvent Aulas, il fait ça pour protéger ses joueurs. Donc il fait des diversions. Moi, je trouve que ce monsieur a certainement plein d'ambition, et moi, je ne vais pas remettre en cause le projet OM. Je suis comme Bichente, j'attends pour voir. J'ai juste envie de lui dire, il y a un truc qui m'a dérangé, et j'ai fait ça parce que je savais que Bichente était là. Le premier point, l'histoire de venir annoncer, ça, c'est pas Bichente qui est concerné, que Payet est une icône. Enfin, demander à Lampard, c'est demander aux supporters de Chelsea ce que c'est une icône. Tu trouves que sortir des conneries comme ça, c'est pas nécessaire. Mais OK, je lui laisse ça. La deuxième chose qui m'a vraiment dérangé, c'est pour ça que Bichente est là, je lui pose la question. J'étais un petit joueur à un petit niveau, pas au niveau de Bichente, mais je sais que ce qui se passe avant un match dans le vestiaire, ça appartient au vestiaire. D'ailleurs, quand j'étais
petit directeur sportif adjoint pour notre ami Ali Lodzik, il m'interdisait que les gens rentrent dans le vestiaire avant la causerie. Même les gens, les administrateurs du club. C'est confidentiel. Venir mettre la vidéo qu'a fait le président de Marseille, de Evra, pour justifier son transfert, venir dire que c'est un motivateur. Bon, on l'a pris pour ça, le tonton. On l'a pris pour motiver les autres. Je trouve que c'est trop. En Belgique, on a l'expression c'est trop is te veel. Trop, c'est trop. Le discours d'Evra. Oui, le poster le discours d'Evra n'est pas nécessaire. Avant le match face à Lyon en Coupe de France, il a fait un beau discours dans le vestiaire qui a été posté. Après, je ne pense pas que Jacques-Henri Hérault soit au courant que ça appartient son service télé les posté. J'ai envie de dire à M. Hérault qu'il doit s'occuper bien de son club, de faire un projet, de bien travailler en espérant qu'il réussisse, mais que les tweets, toutes ces choses-là, il faut leur faire de la communication pour se faire de la masturbation intellectuelle en disant on est beau, on est grand, on est fort, on a une icône, moi ça me dérange. Mais je ne le critique pas, chacun est libre de communiquer comme il veut. Ça va lui retomber sur la gueule. Pour Patrice Evra, parce que l'OM est un des clubs les plus ouverts, ou sur l'OM TV, ils diffusent toujours tout ce qui se passe dans le vestiaire avant et après match, et c'est vrai que les supporters en sont très friands. Après le match, oui. En sont très friands. Donc ce n'est pas uniquement parce que Patrice Evra est là qu'ils ont fait ça. C'est les nouvelles techniques de communication. Voilà, via les réseaux sociaux, les Facebook, les machins, c'est les nouvelles techniques, les clubs les utilisent comme tous les autres les utilisent. Après, c'est à double tranchant. Tu te mets en danger. C'est à double tranchant. C'est que, bon, derrière, voilà, plus tu communiques de cette façon-là aussi et de façon directe, plus il te faut aussi des résultats. Et dès que tu n'as pas les résultats, tu peux te faire découper aussi. Donc j'ai un conseil à lui dire, freine un peu, camarade, parce qu'à un moment, tu voudrais te mettre en danger. On a vu Olas ce qu'il a déjà ramassé. Ceci dit, le président de l'OM n'est pas retweeté avec des supporters. Mais je veux dire que l'histoire de l'icône, il faut être cohérent, quoi. Je veux dire, les puristes du ballon, tu peux pas t'étonner qu'à un moment, ils flinguent. Hein. Une icône, t'en as une devant toi, quoi, au Bayern. Mais globalement, il a été assez prudent dans sa communication. Il n'a pas dit qu'il allait tout casser. Il a été relativement prudent. Il a demandé de la patience. Ensuite, à un moment donné, il faut qu'il fasse un petit peu. Il essaye de faire un petit peu rêver pour aussi. Vendre des maillots. Il faut jouer sur les deux, ce qui n'est pas évident. Tout à l'heure, on en parlait. Moi, je te disais que ce projet-là, avant qu'il aboutisse, le Champions Project, il faut 3 ans, 4 ans. Oui, on va pas le Monaco. Tu vois, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, et avant de trouver l'équilibre, et puis t'en sais rien. Franck McCourt, peut-être qu'au bout d'un moment, il va se lasser aussi, parce qu'au début, il faut beaucoup investir. Et si tu n'as pas de résultat, il peut se lasser et tu peux te retrouver à nouveau dans une situation instable à Marseille. On peut en discuter des heures. Hein. Au lieu de mettre 30 millions d'euros sur Payet, j'aurais peut-être acheté une défense centrale. Hein. En tout cas, votre message pour rire, est passé. Merci Stéphane. Avant les buzz de la semaine, Charlotte, la réponse au sondage ? Oui, buzz de la semaine, on en a fait des... Ah oui, non, pardon, excuse-moi, je pose... Non, mais ça va bien se passer. On va voir. Non, mais je vais manger. Bonjour Charlotte. Charlotte, dans l'after. Ça va dans ta vie ? Oui, mais c'est la semaine, c'est le mot semaine. Voilà. Alors, je vous donne le résultat. Tu veux savoir le résultat ? Moi, je suis tout. Regarde le résultat du sondage. 48%, une victoire de Lyon. Bonjour. On est fini ou pas ? 48% une victoire de Lyon, 29% match nul et 23% pour une victoire de Saint-Etienne. Voilà. Donc, ça s'oriente. La moitié nous suit, Stéphane. Voilà, pour une victoire de Lyon. C'est bien, mon chef. Ouais, il vous écoute. Hein. Les buzz de la semaine, Charlotte. Charlotte, les buzz de la semaine. On débute avec Lucas. Je suis pas sûre non plus, hein, on en a parlé dans le fast-food de Lucas. Lucas, ambassadeur ? Oui, il est ambassadeur. Il est devenu l'ambassadeur cette semaine de hockey sur glace à l'occasion du championnat du monde qui est co-organisé avec Paris et Cologne. Et il s'est exprimé sur ce titre à notre micro. Écoutez-le. Ça me fait très plaisir. Je suis très content. C'est une manière de remercier le peuple français qui m'a très bien accueilli. C'est une manière aussi de montrer que les Français ils accueillent très bien les étrangers et de donner aussi la motivation pour les Brésil aussi, pour investir dans cet espoir-là, que c'est important. Donc vous pourrez suivre la compétition du 5 au 21 mai prochain et nous offrirons ce magnifique tableau à vous, Stéphane. Ça nous fait plaisir. C'est que Lucas est un arrière grand-père canadien. Ah. C'est pour ça. Et il ne faut pas rigoler parce que Falcao, il va être le parrain du championnat du monde de curling. Ça se fait en Belgique, à Popering. Il a toujours l'info belge. Parce qu'on trouve que c'est une info sérieuse. Et on ne rigole pas d'ailleurs. Parce qu'on trouve que Falcao, il connaît le curling, quoi. Mais moi, ça me plaît. Faudra vérifier quand même. Stéphane parlait de Patrice Evra. Ouais. Vous avez aussi des nouvelles à nous donner de Patrice, plus fraîches. Il était de retour à la Juventus vendredi, alors non pas en tant que joueur, mais en tant que touriste, Patrice Evra, après s'être blessé contre Lyon. Regardez, il est passé voir ses anciens coéquipiers à l'entraînement. Et ça fait plaisir à Daniel Vez, qui crie très fort, qui est très heureux de revoir son pote. Et ils ont évidemment fait dans la caméra le fameux... Eh ben oui, forcément, tu reviens, il faut faire I love this game, c'était sûr. Allez, on finit avec André Di Maria.
Ouais, c'est mignon. Regardez, une jolie scène de... Ouais, ça vous inquiète? Maintenant, regardez, c'est mignon. Il a posté ça sur ses réseaux sociaux. Oui, mais regardez, ça, c'est moins inquiétant. Il fait une série de têtes avec sa fille. Il s'entraîne de la tête. Et ils en font 10 au total. Et regardez, elle est super contente. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon et ça fait le buzz sur les réseaux. C'est mignon comme tout. Un peu de tendresse, ça le détend. Vous voyez? Un peu de tendresse, bordel. Et en plus, vous me faites la transition parce que je vais vous faire un peu de promo. Après, ça, de toute façon. Après la vidéo, je vais vous faire un peu de promo pour les enfants. Un peu de silence encore, un tout petit peu, mon cher Bichente. En foot, on connaît le Boxing Day. Moi, je vous présente, à TF1, on vous présente Box the... Comment ça s'appelle? Box the Day. La promo est ratée. On recommence. Reprenez le rondel du Marion, on ressort. Non, mais c'est enregistré l'émission, tu peux la refaire, vas-y. Exactement, elle sera découpée comme il faut. Ouais, pour terminer, un peu de promo. Chut, je recommence, ça sera découpé. Pour terminer, un peu de promo. En foot, on connaît The Boxing Day. À TF1, vous propose Box the Day. C'est un tout nouveau concept en ligne développé pour vous aider à organiser le plus beau dégoûté d'anniversaire pour vos enfants. Une solution clé en main pour vous simplifier la vie. Plein de boîtes personnalisées comme Reine des Neiges, Spider-Man ou alors une boîte football tout simplement de 49 à 64 €. boxtheday.fr. On s'accroche tous, c'est la fin de cet after. Merci beaucoup Angélique, on peut applaudir Angélique pour sa première. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Bichente, Charlotte. Salut à tous et à dimanche prochain. Salut, bye bye. Au revoir.